L'information n'est pas une opinion. Oui, encore faut-il qu'il n'y ait pas d'opinion déguisée en information. Hein. Ça joue beaucoup. Et voilà, Frontières, le trimestriel, le magazine Frontières, je le rappelle qu'il n'est pas seulement, évidemment, loin de là, et qui est aussi une plateforme, qui est aussi une radio, une télévision, eh bien, vient de publier, ça vient de sortir, les oligarques, ces milliardaires qui financent la gauche. Et en couverture, il y a Xavier Niel, Saadé et Kretinsky. Les trois, il n'y a pas que, mais enfin là, il y a trois mousquetaires. Jules Laurence, vous êtes rédacteur en chef de Frontières. Alors, pourquoi avoir choisi ces trois? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu cette prise de pouvoir par, effectivement, ces milliardaires. Et un milliardaire de gauche, bon, il y en a, mais enfin, comme disait Audiard, il y a les poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Ce sont les 3 milliardaires dont on ne parle pas sur le service public lorsqu'il y a des enquêtes, finalement, sur les milliardaires qui financeraient la droite. Nous, on dit que il y a aussi des milliardaires qui financent la gauche. Alors, on a fait un peu nos études, on a regardé, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y en avait 3 centraux principaux, donc Xavier Niel, Daniel Kretinsky, Rodolphe Saadé, qui financent toute une myriade de médias de gauche dans lesquels certains n'arriveraient même pas à survivre. Et encore plus intéressant, certains de ces milliardaires ont aussi des velléités idéologiques qui peuvent se retrouver à l'intérieur de ces médias. Et on peut y soulever aussi quelques paradoxes. Je vais être très concret. Par exemple, Daniel Kretinsky, qui est un milliardaire tchèque, qui a fait toute sa vie, en fait, il a fait son argent sur le charbon, le gaz. Sa fortune dans les centrales à charbon. C'est ça, sur le charbon, le gaz. Donc il a probablement l'un des pire bilan carbone de toute l'Europe. Et pourtant, Daniel Kretinsky, il a donné 15 millions d'euros à Libération. Ça ne semble pas poser de problème à Libération de recevoir Libération qui parle d'écologie et qui lutte contre la pollution du matin au soir. Et qui, de surcroît, fait souvent la guerre aux ultra-riches. C'est ça aussi qui est intéressant à être soulevé. On donne également d'autres exemples. Il a sauvé Libération, on peut dire. Bien sûr, il a sauvé Libération. Je prends un autre exemple qui est un peu moins connu, qui n'est même pas sur la une cette fois-ci. Quelqu'un comme Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, il est multimillionnaire. Il est banquier, multimillionnaire. Ouais. Et c'est quelqu'un, vous savez, on parle parfois des bonnes ingérences ou des mauvaises ingérences, des bons actionnaires et des mauvais actionnaires. Et ben Mathieu Pigasse, il a un projet idéologique. Mathieu Pigasse, il l'affirme, il veut mettre ses médias en ordre de bataille contre la droite radicale, pour les idées progressistes. Et Mathieu Pigasse, il rachète des médias, il en finance. Il a également une boîte de production au sein même du service public qui s'appelle Media One, qui produit C'est à vous, qui produit... Il est actionnaire très minoritaire. Il est actionnaire minoritaire, exactement. Mais qu'est-ce qu'il a, par exemple, aujourd'hui, Pigasse? Vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'il a comme média? Alors, par exemple, Mathieu Pigasse, il a Nova, Radio Nova. Il a permis d'ailleurs à ce que Guillaume Meurice, qui avait été évincé de France Inter, puisse se retrouver sur les antennes de Radio Nova. Mathieu Pigasse, il a également les Inrock. Les Inrock, vous savez, qui font aussi parfois des enquêtes et autres. Et donc, il a toute une flopée de médias dans lesquels il investit. Il a investi également dans Le Monde. Il a eu des départs également dans Le Monde. Et donc, quelqu'un qui affirme vouloir mettre ses médias en ordre de bataille pour 2027 pour empêcher que la droite nationale, voilà, c'est ça. On n'entend pas souvent finalement, ou voire jamais, le service public, les enquêtes d'Élise Lucet venir dénoncer cela en disant, bah là, pardon, mais c'est de l'interventionnisme sur une ligne d'un média. Alors justement, décrivons un peu. Alors Xavier Niel, par exemple, lui aussi multimilliardaire. Alors Xavier Niel, quel rôle joue-t-il? Parce que lui, il a vraiment acquis, en tout cas. Alors et on dit que Xavier Niel ne s'en mêle pas, mais en même temps, comme disait, je ne sais plus qui disait ça. Alors peut-être vous savez ça mieux que moi, Jules Laurence. Qui disait quand un journaliste m'emmerde, j'achète le journal? C'est lui-même. Hein. C'est lui. C'est lui-même, Xavier Niel, qui dit ça. Alors je pense qu'il disait ça aussi sous forme de boutade, exactement. Mais Xavier Niel, il est intéressant parce qu'il a compris deux choses. Bon, déjà, il a un empire médiatique conséquent. On peut citer l'Obs, Le Monde, voilà, il a plein de journaux qui sont connus. L'Obs, Le Monde. Et il a également compris quelque chose, Xavier Niel, parce que ça, il est entrepreneur, il est très très bon. C'est l'importance du digital aujourd'hui. Et donc lui, il a investi également dans les médias digitaux, par exemple dans le HuffPost, qui est en fait un média très important, mais qui a une ligne. Huffington Post. Exactement, est transformé en HuffPost en fait en France. Et c'est un média qui a une ligne très marquée. Finalement, c'est un média qui, typiquement, sur les questions des bavures policières, est en première ligne, qui ne respecte absolument pas la présomption d'innocence des policiers, qui est très très progressiste sur le plan sociétal, sur les droits des LGBT, sur les questions des migrants. C'est un média qui a une grosse influence. Eh bien, Xavier Niel, il a largement investi dans ce média. On peut
penser par exemple également à Rodolphe Saadé. Rodolphe Saadé, c'est quelqu'un qui a investi dans le média Brut, qui est également un média très prisé, vous savez, des 18-25 ans. Digital média. Qui a vraiment un gros volume, une grosse audience sur les réseaux sociaux. Et c'est un média qui, pareil, est très progressiste sur les questions sociétales, couvre les manifestations pro-palestiniennes en permanence, a des journalistes qui sont très engagés, Rémi Buzine, Charles Villa, des journalistes qui sont très engagés à gauche, qui l'affirment. Eh bien, ce milliardaire Rodolphe Saadé, il permet à ce que des médias comme Brut vivent aujourd'hui et s'insèrent dans la galaxie des médias. Mais en même temps, c'est intéressant, il a BFM qui peut pas être classé à l'extrême gauche. Il a acheté RMC, BFM, à Patrick Drahi, et puis il a une ligne, c'est intéressant parce qu'il a aussi, enfin, ses entreprises. Il est CHA, CGT, CMA, CGM. CGM, pardon, oui, effectivement. Et il a un pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait alors, dans votre enquête, Laurence, qu'est-ce qui attire? C'est quoi? C'est d'avoir effectivement un certain pouvoir, parce que ils vont pas gagner de l'argent avec ça. C'est pas là-dessus qu'ils vont faire leur fortune. Mais alors, qu'est-ce qui est, à votre connaissance et après votre enquête, qu'est-ce qui les attire? C'est le pouvoir face au pouvoir politique, c'est quoi? Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a pu rencontrer l'entourage de Rodolphe Saadé. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a mis BFM aussi sur la une? Parce que BFM est présent sur la une, finalement, dans les médias de gauche. Effectivement, c'est contestable. Mais on estime que BFM utilise parfois des procédés qu'on retrouve aussi dans le service public et également dans les médias de gauche, qui sont des procédés où on occulte finalement certains faits. Vous savez, pendant les victoires du PSG, de la demi-finale et de la finale, il y a eu le chaos dans tout Paris et BFM a décidé de ne pas traiter le sujet, ils ont évacué la chose et le lendemain ils ont même fait une émission pour dire que le problème en France c'était l'extrême droite. Donc ça a quand même du culot. Pour Rodolphe, les supporters anglais. Les fameux supporters anglais, c'est devenu une blague même. Donc et Rodolphe Saadé, ce qui est intéressant, donc c'est que effectivement il finance certains médias, il s'inscrit également dans une concurrence face à Vincent Bolloré lorsqu'il lance la Tribune Dimanche face au JDD, lorsqu'il achète BFM, c'est pour aller contre CNews. Mais profondément, effectivement, on a des milliardaires qui dépendent aussi du pouvoir dans leurs activités économiques. CMA CGM, en fait, bénéficie aujourd'hui d'une aide sur la taxe tonnage. Et finalement, c'est une aide qui l'aide aujourd'hui à être concurrent vis-à-vis de ses principaux concurrents partout dans le monde, parce que c'est quand même le 3e armateur mondial. Donc c'est conséquent. Donc il dépend beaucoup du pouvoir politique en place. Et il dépend du pouvoir politique en place. Donc c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il les a achetés pour cela. Mais si jamais Emmanuel Macron lui murmurait l'idée, ce serait peut-être intéressant que tu ne laisses pas ce média péricliter ou mourir, peut-être que Rodolphe Saadé serait plus enclin à aller acheter un tel média. D'autant que pour avoir rencontré son entourage, c'est ça qui le rend aussi particulièrement intéressant, la personne n'est pas de gauche. La personne est plutôt même ouvert, plutôt de droite, on dirait. Disons ouvert au pouvoir en place. Ouvert au pouvoir en place. Soit, on l'a même dit, il est légitimiste envers les institutions. D'accord. C'est ça le terme. Et donc effectivement. Et alors, dans votre enquête, parce que c'est intéressant, tous ces journaux, etc. Quel est le rapport? Parce qu'ils disent tous, attention, nous on touche pas à l'indépendance du journalisme, etc. Ils sont indépendants et tout. En fait, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple très concret avec Daniel Kretinsky. Vous savez, Daniel Kretinsky, il finance Marianne. C'est lui qui est l'actionnaire majoritaire. C'est Donny O'Levens Marianne. Voilà, Donny O'Levens qui s'occupe de ses activités en France. Et finalement, Marianne, il y a eu 2 événements marquants qui représentent à quel point un actionnaire peut peser sur une ligne de gauche. Et ça le mérite d'être souligné. Le premier, c'est à la veille du second tour des élections. Daniel Kretinsky des élections présidentielles. Des élections présidentielles de 2022. D'accord. Daniel Kretinsky, quelques jours avant l'élection présidentielle, le second tour, a demandé à Marianne de changer sa une, donc à Natacha Polony de changer sa une pour avoir une une un peu plus pro-Macron, parce que celle du nini entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne lui convenait pas. Donc, c'était, je crois, le chaos ou la colère ou le chaos. C'est exactement ça. Et il lui a demandé de changer, chose qu'elle a faite évidemment à contre-cœur, mais on voit là ici que le poids d'un actionnaire sur sa propre rédaction. Autre chose, Daniel Kretinsky, ça fait à peu près un an, on le sait dans le milieu des journalistes, qui cherchait à vendre Marianne. Il a cherché à vendre, il y a eu des repreneurs potentiels. Il n'a pas réussi. Mais dès lors, il a dit, alors, je vais rester avec vous. Par contre, je vais changer donc la rédactrice en chef, la directrice de la rédaction, Natacha Polony, qui a été mise de côté, pour pouvoir instaurer une nouvelle ligne qui serait plus conforme à ce qu'il pense. Et il a donné les mots de cette nouvelle ligne. C'est une ligne en fait qui est moins engagée face à Macron. Marianne faisait auparavant beaucoup d'enquêtes sur le pouvoir d'Emmanuel Macron. Et bien il a dit on en fera moins, on sera plus business friendly. Là je cite les mots qui ont été utilisés. Les mots c'est business friendly. Business friendly. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'en fait tout le pôle enquête de Marianne a
quitté la rédaction. Ils sont tous partis. Et également, il y a une nouvelle ligne qui a été instaurée dans Marine. C'est une ligne qui serait dit comme plus pro-démocratie. C'est-à-dire sur les questions, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, ils estimaient que la ligne gaulo-mitterrandiste de Natacha Polony ne convenait plus. Donc ils voulaient qu'il soit plus pro-Ukraine. Également sur la question Israël-Palestine, être un peu plus du côté d'Israël. Donc on voit ici que finalement on a des ingérences, mais encore une fois, il y a un peu la bonne ingérence ou la mauvaise ingérence. Le service public et Élise Lucet tapent à longueur de journée sur Vincent Bolloré, mais lorsque par contre on a un actionnaire qui comme Daniel Kretinsky, qui vient réorienter la ligne de Marianne, c'est silence radio. On n'en parle pas, oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous voulez dire, il y a les bonnes ingérences, les mauvaises ingérences, il y a les bons actionnaires et les moins bons actionnaires. Ben, c'est un peu ça. ça. On regarde du politiquement correct. C'est un peu ça. Nous, en fait, ce qu'on fait presque, on complète les enquêtes d'Élise Lucet. Vous savez, Élise Lucet, elle traite d'un certain champ, du spectre politique. Et bien nous, on vient lui montrer l'autre spectre. Les 180 degrés, quoi. Oui, mais alors dites-moi, il faut quand même poser la question. Vous, Frontière, il n'y a pas un milliardaire ou un actionnaire ultra riche derrière vous? Et ben qui finance Frontière? Comment vous vivez? Et ben c'est justement ça qui nous permet aujourd'hui de faire des enquêtes sur les milliardaires, c'est que nous, on n'a aucun milliardaire derrière nous. Vous savez, je parle souvent des médias indépendants qui sont en fait dépendants de George Soros. Par exemple, Street Press qui dit on est le média indépendant. Et ben, alors justement, arrêtons-nous parce que je vais revenir là-dessus. George Soros, il a aussi, on sait qu'il a des ONG qui financent des associations à travers le monde. Il y a Soros en France des relais. Bien sûr. Alors évidemment, George Soros qui a un projet idéologique et politique affirmé, qui le dit, il veut une société ouverte. Il l'a théorisé, sans frontières, laisser faire, laisser passer. Oui. Exactement. Donc il finance tout un tas d'associations. D'ailleurs en France, pro-migrants, il a financé le CCIF, vous savez, qui a été dissous pour islamisme, d'autres associations pour les droits de l'homme, et il finance également des médias qui vont dans l'axe idéologique de George Soros. Donc il finance Disclose et il finance également Street Press. Et en fait, Street Press, c'est un peu le média indépendant, mais dépendant de Soros. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça se sente. En fait, ils font partie du projet idéologique de Soros. Et là où on parle souvent, vous savez, des ingérences russes, alors évidemment, il faut les dénoncer quand il y en a, mais on n'entend jamais finalement des ingérences sur le sujet de George Soros. Oui, c'est vrai, on ferme telle chaîne, mais on n'en ferme pas d'autres. Qui sont aussi dépendants de l'étranger. Juste pour finir avant la pause, mais on va vous garder, Jules Laurence, à un moment donné. Donc vous dites Frontière est indépendant. Complètement indépendant. Alors, on n'a aucun milliardaire. Alors nous, on a de la chance déjà d'avoir 10 000 abonnés payants. Ce sont des personnes voilà qui nous financent. On a un petit peu de dons. On a des magazines qui cartonnent. Le dernier, on a tiré à 75 000. On l'a écoulé autour de sur la France Insoumise. Sur la France Insoumise, on a écoulé quasiment 80% des stocks. Donc ça, c'est un énorme chiffre d'affaires. Et puis nous, on est tellement indépendants qu'en fait, notre actionnaire majoritaire, c'est le directeur de la rédaction, c'est Éric Tegner. Donc nous, en fait, il y a personne qui vient nous dire ce qu'on doit faire, sur quoi on doit enquêter. Et puis c'est la liberté qu'on a, parce que vous savez, André, lorsque en fait il y a un actionnaire d'une rédaction et que cette rédaction fait en fait une enquête sur un autre milliardaire, on va dire c'est un coup du milliardaire d'en face qui veut nous faire mal. Alors que nous, on peut être exempt en fait de tout reproche de ce point de vue-là, parce qu'on est vraiment un média indépendant. On va continuer à en parler avec vous, Jules Laurence, à en parler effectivement des rapports entre actionnaires et journalistes. On se retrouve juste après cette petite pause. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. L'argent, la presse, sans frontières. Oui, sans frontières, mais avec des explications et des enquêtes. Nous sommes toujours avec Jules Laurence, le rédacteur en chef de Frontières. Et je voudrais savoir, effectivement, en fait, le problème, il ne s'agit pas de dire « pourquoi tel journal est possédé, etc. » Mais que ça soit la transparence. Il n'y a pas de problème d'afficher ses opinions, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou ailleurs, et dites « Oui, nous travaillons avec tel. » Alors, on le met, vous savez, toujours François Pinault, actionnaire du Point, Bernard Arnault, etc. Bon, très bien. Mais en fait, ce qui est embêtant, c'est ce qui est caché, comme vous dites, comment on ment par omission. On ne parle pas de telle ou telle chose. C'est ça, et d'autant qu'il y a je trouve des contradictions, c'est-à-dire qu'il y a toute une presse assez anticapitaliste qui dénonce finalement les ultra-riches et qui en fait, on s'en rend compte, dépend directement des ultra-riches. Donc je prends par exemple l'exemple de Street Press qui dépend de Soros, mais il y en a d'autres. Parce qu'en fait, il y a aussi des multimillionnaires très riches. Il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Legrain qui finance un média qui s'appelle Blast. Blast se prétend, c'est un média digital qui est très influent sur les réseaux sociaux, qui vraiment fait 1 million d'abonnés sur YouTube, qui se prétend anticapitaliste et qui dépend également de financement en fait avec une nouvelle maison qui va être ouverte. Non mais c'est absolument incroyable de voir en fait l'incohérence qu'on peut avoir dans certaines rédactions. Et je reviens même sur cet exemple là de Kretinsky qui parle avec Pierre Bilan Carbone, finance Libération en même temps. Et il y a quand même des non-dits au sein de ces rédactions. Il y a des milliardaires qui financent la gauche et en fait il faut que ces journalistes de gauche soient capables aussi de l'assumer.
Vous voulez dire, ne dis pas ce que ma main droite fait à ma poche gauche. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup, Jules Laurence. Merci. Et lisez Frontières. Lisez vraiment cette enquête qui est très très fouillée sur le trio d'oligarques et pas seulement sur la presse et les relations entre la presse et les médias. Si on a une seconde, Oui. ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que beaucoup de ces millionnaires, notamment Mathieu Pigasse et autres, ont aussi en fait de quoi produire au sein à l'intérieur du service public beaucoup d'émissions qui se prétendent d'un journalisme neutre. Vous savez, c'est les journalistes du service public qui disent nous on est neutre, on est dépourvu de tout intérêt. Eh bien non, en fait, vous avez aussi des actionnaires qui ont aussi des agendas politiques. Et quand on voit par exemple Patrick Cohen sur C'est à vous, pardon, mais ce n'est pas un discours neutre qui est proféré par Patrick Cohen, mais bien un discours de gauche. Non mais justement, et là c'est le problème du service public que vous posez, il n'y a pas, mais attendez, qui est neutre? Qui est obligé? Tous les journalistes, vous ou moi, on a des opinions, etc. Et je préfère dire mes opinions et les séparer des faits, bien sûr, que de dire attention, moi je suis neutre. Quand j'entends quelqu'un qui dit je suis neutre, je me dis bon, c'est un Tartuffe, mais où il est et où il se passe.